Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ah, on a un béret. Ton prénom? Henrik. Tu te mets dans le carré là, c'est ton plateau. J'espérais pas un plateau aussi grand. Moi j'ai un petit quiz. On va faire un petit truc participatif. Au nom des Gilets jaunes. Alors il y a peu de temps, le Parlement a voté le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, qui donne les pleins pouvoirs au Premier ministre. Donc il y a 577 députés. Combien étaient présents pour voter l'état d'urgence, le prolongement de l'état d'urgence jusqu'en juin? 143, 160, qui dit mieux? 156. Bon, évidemment, il y a Macron au pouvoir, qui a été élu par un suffrage universel, et puis il y a une opposition, qui fait bien parler d'elle. Alors, par exemple, prenons la France Insoumise. Combien était-il? 5. Les plus virulents, le Rassemblement National. 12. 2. 0. C'est plus simple à compter. Et puis LR. L'air de rien. Il était 5 aussi. Voilà. C'est juste pour vous donner une petite idée de la démocratie. C'est bon? Merci à toi. Henrik? Cédric? Henrik. Arnaud, qui va nous parler des gilets jaunes. Il a mis son gilet aujourd'hui. Il a bien fait, il fait froid, donc on va... Souvenir de rond-point, gelé. Le plateau, c'est le petit carré là. Bon. Bah moi je vais compléter justement. Moi aussi je suis un complétiste. Et ce que vient de dire Eric, ça colle tout à fait avec le message que nous, les jeunes, les gilets jaunes, on veut faire passer. Bon déjà, je vous félicite tous d'être venus parce que vu le temps qu'il fait aujourd'hui, il pleut des cordes, il fait froid. Et quand même, vous êtes bien nombreux à venir. Donc ça prouve que quand même, il y a vraiment un problème, quoi. Ça veut dire que la situation est sérieuse. Si les gens descendent dans la rue un samedi après-midi, quand il pleut et qu'il fait froid, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et voilà, les intervenants précédents, là, ils ont fait un constat. Je crois que c'est un constat qu'on a tous fait. Hein. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par rapport au vaccin. De toute façon, je pense qu'on est bien informés. Hein. En tout cas, les gens qui sont ici... Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'on parle un peu plus des solutions, voilà. Parce que les constats qu'il y a des problèmes de démocratie, d'accord, comme le disait très bien Eric, hein, ou Hervé quand il disait la démocratie de la pensée unique. En fait, voilà, t'es là, pardon, je t'avais pas vu. Donc voilà, en fait on arrive toujours au problème de la question de la démocratie. Donc ce constat qu'on fait au niveau de la crise sanitaire, nous les gilets jaunes, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Ça fait 2 ans, depuis 2 ans que les gilets jaunes ont fait ce constat qu'il y avait un problème de démocratie. Voilà. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est... Vous savez ce qu'on propose? Le RIC. Ouais, voilà. Il y en a 2 qui suivent. Hein. C'était un test. Non, vous avez échoué, désolé. Non, la dernière fois, je vous ai parlé du RIC il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là déjà. Est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Combien de RIC il y a? 4, c'est la bonne réponse. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois, mais il y en a 4. Voilà. Nomme-les. Hein? Nomme-les. Comment? Nomme-les. Ah oui, je peux les nommer. Donc le RIC législatif, abrogatoire, révocatoire, et le RIC constituant. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que nous, ça nous paraît les solutions vraiment à tous ces problèmes sociétaux auxquels on fait face. La dernière fois, je vous ai dit, voilà, on peut imaginer toutes sortes de référendums. Des référendums qu'on attend depuis longtemps, qui n'ont jamais été proposés. Donc voilà, le référendum, la dernière fois, j'avais évoqué le référendum sur la peine de mort, sur l'avortement, sur les interventions militaires, comme l'intervention Barkhane, on n'a jamais été consulté. On peut parler de plein de choses, hein. On peut parler des retraites, faire un référendum sur les retraites. Les retraites, on en parle depuis quand? Depuis 93, je crois. Le premier qui parlait de faire une réforme des retraites, c'était Juppé. Et là, on est en 2021 et on entend encore toujours
parler de réforme des retraites. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser des questions, quoi. Je veux dire, si 20 ans après, on n'a toujours pas résolu le problème, c'est qu'il y a peut-être un problème de démocratie. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une couille dans le potage, quoi. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer à la base. Voilà. Donc, il y a plein de sujets qu'on pourrait évoquer à travers un référendum d'initiative citoyenne. Bon, maintenant, ce que nous, on vous invite à faire, c'est à nous rejoindre, à rejoindre des mouvements militants qui œuvrent pour la démocratie directe. Donc, notamment sur Internet, en fait. Hein, il y a des gens qui militent pour le RIC depuis très longtemps. Le RIC, c'est pas une invention des Gilets jaunes, hein, je précise. Parce que moi, personnellement, je connais quelqu'un qui milite pour le référendum d'initiative citoyenne depuis 30 ans. C'est pour vous dire. Alors que les Gilets jaunes, ça existe que depuis 2 ans, hein, on est d'accord. Donc, il y a des associations comme Article 3 qui militent depuis 10 ans pour changer justement la Constitution de manière à ce qu'on puisse organiser des RIC. Il y a de plus en plus de mouvements qui commencent à se coordonner sur Internet. Donc voilà, je vous ai cité Article 3, vous pouvez aller voir le site web. Vous pouvez aller voir Citoyens Résistants, je crois que c'est le groupe de Stéphane, hein, c'est ça, au niveau de l'agglomération de Annemasse. Sinon, moi, j'ai mon serveur Discord qui s'appelle Ricard. Voilà. Ricard, référendum d'initiative citoyenne améliorant rapidement la démocratie. Acronyme Ricard, c'est facile à se retenir, non? Voilà, merci. C'est moi qui ai inventé. C'est jaune. C'est jaune. Voilà, Ricard, il y a Culture RIC, il y a plusieurs milliers de personnes qui se réunissent sur Culture RIC. Je vous invite à nous rejoindre. Il y a Objectif RIC, il y a le MCP, le mouvement constituant populaire. Alors, il y a plusieurs mouvements, mais ils ont tous un peu leur spécificité. Ils œuvrent pas exactement de la même manière. Par exemple, le MCP, il œuvre au niveau local, parce qu'ils veulent organiser des actions de terrain. C'est une première approche. Culture RIC, ils font tout sur Internet. Ils organisent des débats, ils font de l'éducation populaire, de la pédagogie, de l'éducation civique, si vous voulez. C'est pas des sujets qui sont très passionnants, l'éducation civique, on est tous d'accord. Hein. Pour la plupart des gens, c'est même super chiant. À l'école, on en a tous fait, ça intéressait personne. Sauf que maintenant, on voit bien l'intérêt quand même, d'accord? On voit bien que la gestion de la crise sanitaire, quand il y a quelqu'un à la tête de l'État qui décide pour un pays de 67 millions de personnes sans jamais demander l'avis à personne, on voit bien ce que ça donne, quoi. Il n'y a même plus d'éducation civique au collège. Hein. Ah, il n'y a plus d'éducation civique au collège. Ah ben voilà. Ah, merde, hein. Il faut pas s'étonner. Hein. Bah ouais. Faut pas s'étonner si on est dans la mouise. Je veux dire, l'école, voilà. Enfin, c'est la déliquescence du système. Voilà, on en est là. Voilà, donc faut pas s'étonner si c'est la merde. Bon voilà, en tout cas en Suisse, moi j'habite en Suisse, hein, comme je l'ai déjà expliqué la dernière fois, je vais pas revenir dessus, j'essaie d'avancer un peu, hein, j'essaie de pas répéter toujours les mêmes choses, parce que ceux qui étaient là il y a 2 semaines, sinon je vais les saouler, ils vont plus revenir. Voilà, donc j'essaie d'avancer un peu. Donc, je disais, la Suisse, nous, enfin en Suisse, il y a la démocratie semi-directe, et ça fonctionne bien. Les gens, ils n'ont pas besoin de descendre dans la rue pour tout casser, parce qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer à travers les urnes. Voilà. Donc c'est très bien ce genre de collectif de militants, de citoyens, mais au bout d'un moment, il faut essayer de trouver des solutions. Il ne faut pas uniquement être dans la contestation. Le constat, on l'a tous fait, on est tous au courant qu'il y a des problèmes avec les vaccins, avec le remdesivir, avec la liberté d'expression de manière générale, puisque les médecins, Anne est intervenue tout à l'heure pour représenter les médecins de Réinfo Covid. Moi, je trouve quand même hallucinant que dans notre pays, on traite les médecins de complotistes. Enfin, je sais pas, c'est ridicule. C'est ridicule de traiter le professeur Raoult, qui est un expert reconnu mondialement dans les maladies transmissibles, et qu'on le traite de charlatan. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Ouais, ils doutent de rien en fait. Voilà. Et le collectif Réinfo Covid, donc il y a 30 000 médecins aussi qui ont créé un collectif laissez-nous prescrire, exactement, voilà. Et on les traite de complotistes. Moi, je trouve que c'est incroyable. Donc voilà, c'est pas uniquement une question de Covid-19, c'est une question de liberté d'expression, c'est une question de corruption, on l'a vu, hein, le pouvoir qu'ont les laboratoires pharmaceutiques. La censure aussi.
il y a de la censure. Tout ça, c'est des problèmes qu'on pourra régler qu'en prenant du recul. D'accord? Et donc, le recul, il faut essayer de voir plus large et changer notre régime politique, tout simplement. Parce que, est-ce que vous avez l'impression qu'on est vraiment en démocratie? Non. On est d'accord, on est tous d'accord, on n'est pas vraiment en démocratie. Qu'on vote à droite ou à gauche, ça change quoi? C'est toujours pareil. D'accord? C'est du pareil au même. En plus, même quand il y a des référendums, vous voyez, un référendum en 2005 sur la Constitution européenne, qu'est-ce qui s'est passé? On a voté non. Exactement. On a voté non. Est-ce qu'ils ont tenu compte de notre avis? Non. Et voilà, ils sont passés outre. Ils en ont rien à foutre. Donc ça, c'est vraiment une provocation, quoi. Ils se foutent de notre gueule. Ils organisent un référendum, mais derrière, ils ne l'appliquent pas. Donc on n'est pas en démocratie, il faut arrêter de se leurrer. Le président de la République, on l'élit une fois tous les 5 ans et après on lui donne carte blanche pour faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, on est d'accord. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a voté pour lui une fois que derrière il peut faire tout et n'importe quoi. Hein? Voilà, et puis en plus, les Français se rendent pas compte, mais petit à petit on perd nos libertés parce que, en plus de ça, l'année de la présidentielle, il y a les élections législatives. Donc une fois que l'Assemblée nationale est élue, en général c'est celle du parti du président, donc ça lui donne les pleins pouvoirs. D'accord? C'est pas vraiment une démocratie. Et puis je parle même pas de Manuel Valls, quand il était Premier ministre de François Hollande. Il nous sortait des 49.3 à l'appel. 49.3, ça permet d'imposer une loi sans qu'elle passe par le vote de l'Assemblée nationale. D'accord? Jospin, il a fait la même chose. Hein. Il a imposé des lois par ordonnance. Bon, ça remonte un peu loin, mais dans les années 2000, en fait, normalement, il y a une loi qui avait été votée au niveau du Parlement européen, qui permettait aux gens de s'assurer librement pour leurs assurances sociales auprès d'assurances privées. Et il se trouve qu'en France, on a le monopole de la sécurité sociale, donc c'était incompatible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas voulu le mettre en place en France. Donc, ils ont été obligés de le faire par la Commission européenne. Et ils l'ont fait sous forme d'ordonnance, sans délibérer au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, je rentre pas trop dans les détails parce que je sais que ça n'intéresse pas forcément beaucoup de gens, mais pour vous faire comprendre qu'on n'est pas en démocratie. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur Internet pour vous former, pour vous comprendre ce qu'on propose. Et nous, ce qu'on propose, c'est un changement de régime politique, ni plus ni moins. C'est pas impossible, regardez. Là, on était en 5e République, d'accord? Il y en a eu 4 avant. Les 4, elles n'étaient pas bonnes. La 5e, on constate que ça ne marche pas non plus. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de changer pour une 6e République. Et à l'époque, pour passer de la 4e à la 5e République, c'était De Gaulle qui l'avait fait. Parce que la 4e République était instable et on était au bord de la guerre civile. Bon, moi je veux pas être pessimiste, mais si ça continue comme ça, j'ai l'impression que ça va mal finir. Voilà. Il y a déjà 300 nightclubs qui sont en liquidation judiciaire depuis le début de l'année. Je parle pas des restaurateurs, je parle pas des petits commerçants. Si jusqu'à présent ils sont muselés parce qu'ils ont droit à des subventions de l'État, les subventions de l'État, il ne faut pas se voiler la face, c'est la même chose. Hein. C'est payé à crédit et un jour ou l'autre il faudra payer la dette, il faudra payer la facture. Voilà, donc c'est reculer pour mieux sauter, mais ça ne règle pas du tout le problème. Donc moi j'ai bien peur que la situation soit vraiment grave et il faudrait que les gens réagissent. Donc ce qu'on dit aussi, c'est qu'on a une opportunité en 2022. Au niveau des gilets jaunes, on a essayé de faire changer les choses dans la rue, mais ça n'a rien donné. Donc on a une opportunité en 2022, c'est l'élection présidentielle, et il ne faut pas se louper, il faut en profiter pour proposer un candidat qui va changer le régime politique. On en parle tout ça sur Internet, puis j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais voilà. Donc ce que vous pouvez faire déjà, si vous voulez être actif, je crois qu'il y a une vidéo qui va être faite là, Hervé, c'est de la partager sur les réseaux sociaux, pour essayer de toucher un maximum de monde, pour... il ne faut pas que je bouge du carré. Voilà, pour essayer de toucher un maximum de monde, pour élargir un peu l'audience et pour faire du bruit, quoi. Voilà. Je vous remercie. Merci à toi Arnaud, ça va être Martine de parler. On nous signale qu'on a un avis de tempête qui va nous tomber dessus, donc il ne va pas y avoir beaucoup d'intervenants encore. Voilà, juste pour vous prévenir.
Alors tu restes ici dans le carré. Ok. Moi, je voulais juste vous parler du réseau Sentinelle. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau Sentinelle en France. Voilà. Et donc, ils sont chargés de suivre chaque année l'épidémie de grippe en France. Gastro, grippe, etc. Et donc, je vous invite à aller regarder les chiffres qu'il y a en ce moment sur le réseau Sentinelle à propos du Covid, puisque maintenant la grippe est finie. Hein. Il n'y a plus de grippe en France. Pour dire qu'on est en épidémie, en fait, c'est 150 à 200 malades pour 100 000 habitants. Normalement, toutes les années, ça a toujours été comme ça. Et bien là, cette année, en semaine 3, on est à entre 15 et 19 malades en France pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que l'épidémie de Covid, elle est terminée. L'épidémie est terminée. Il faut que les gens se mettent ça dans le crâne. Vous allez voir, le réseau Sentinelle, c'est parfaitement officiel. Hein, c'est Santé publique France, et voilà. Et donc, voilà, vous avez les chiffres qui sont là. Là, c'est 19 malades pour 100 000 habitants en semaine 3. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Encore une chose, en 2015, il y avait 4 millions de Français dans les rues à travers la France pour marcher contre la censure, pour la liberté d'expression après l'assassinat, les attentats de Charlie. Donc plus de 4 millions de Français dans la rue contre la censure et pour la liberté d'expression. Et 5 ans après, il n'y a plus de liberté d'expression et la censure elle est à tous les étages. Mais vraiment c'est super grave et c'est très inquiétant. Mais on ne va pas se laisser faire, on ne va rien lâcher. Voilà. Merci Martine. Alors maintenant il y a Tania qui vient d'Évian et qui veut nous faire un petit message. Bonjour, donc moi je suis Tania et en fait je voulais juste poser une question. S'il y a des gens ici qui viennent de la région justement Thonon et Viron-Périgné, dans ce périmètre-là, pour qu'on puisse peut-être discuter et si vous êtes intéressés qu'on se rencontre en vrai, en personne en fait, plutôt que derrière des écrans. Et comme ça, bon, voilà, on profite qu'on est tous ici et on peut se retrouver... Ah bah voilà, on peut se retrouver ceux de Thonon voilà, autour de la table et puis comme ça on peut échanger les coordonnées et se retrouver à faire en vrai. Voilà. Merci. Merci Tania. Donc vous êtes tous invités. Ah, je pense qu'il y a une petite comment dire, intervenante qui veut nous parler. Alors, comment elle s'appelle? C'est Myriam qui vient nous voir. Donc, nous, je te rappelle, le plateau, c'est le carré là. Attention au câble, voilà, on lève les pieds, on lève bien. Attends, je m'en occupe. Bonjour. Bonjour. Merci, vous pouvez être là. Merci à toi Myriam. Merci à toi Myriam, c'est aussi pour toi qu'on fait tout ça. Hein, parce que nous on est un peu cuits maintenant. On n'est pas tout à fait étanche d'ailleurs. Hein. Bon voilà, est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent venir intervenir? C'est bon. Voilà. Le café c'est carré. Mathieu, bienvenue. Bonjour, alors je m'appelle Mathieu. En ce moment je travaille à Carrefour, mais avant j'ai fait un doctorat en biologie cellulaire, après un master. Donc j'ai décidé d'arrêter pour différentes raisons personnelles et puis aussi parce que les perspectives d'avenir sont assez moyennes dans ma branche. Donc je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit Stéphane, repréciser 2-3 choses, compléter. Globalement ce qu'il a dit à propos du vaccin, c'est très juste. J'avais jamais pensé au fait qu'en effet, lorsqu'on injecte de l'ARN messager, s'il y a des virus, alors ils ne sont pas vraiment endogènes parce que tout virus est un parasite donc il est forcément exogène, mais peu importe. Donc un virus déjà présent, un virus de la grippe, tout virus ARN pourrait avoir ce qu'on appelle les reverse transcriptases qui pourraient en effet transformer l'ARN messager en ADN complémentaire qui pourrait être
ensuite réinsérer, on va dire, dans notre génome. Donc moi j'ai entendu plusieurs choses. C'est vrai que j'ai souvent entendu dire que voilà, on ne peut pas repasser normalement, voilà, nos cellules ne sont pas capables de base de repasser de l'état d'ARN messager à l'ADN. Le chemin se fait toujours dans le sens inverse. Les virus en sont capables parce que c'est leur seul moyen de se reproduire quand ils ont de l'ARN comme matériel génétique. Mais le problème aussi que j'ai entendu, c'est que même si c'était possible, on a transformé l'ARN messager en ADN, cet ADN nouvellement formé ne serait pas capable de se lier à notre ADN à nous. Or ça c'est extrêmement faux, parce que dans nos cellules, il y a ce qu'on appelle des ligases. Lors de la réplication, notre ADN va être... nos deux brins d'ADN vont être séparés, l'un va être copié et l'autre aussi, mais le second brin va être copié en fragments en fait. Et à la fin, ces fragments vont être réassemblés avec une ligase. C'est une enzyme, tout simplement, qui, comme son nom l'indique, va relier tous les fragments d'ADN. Et donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, déjà sur ce point-là, c'est faux. Là, nos cellules sont tout à fait capables d'ingérer, de relier des morceaux d'ADN qu'on aurait insérés dans nos cellules. Elles sont capables de le faire. Et maintenant, en effet, maintenant que Stéphane m'a justement fait remarquer que des virus ARN peuvent être présents dans nos cellules, ces virus ARN ont des reverse transcriptases qui sont capables, elles, de transformer de l'ARN messager en ADN. Donc, c'est sûr que les chances sont faibles. Il faut déjà qu'on ait un virus ARN en nous, autre que le coronavirus. Il faut aussi que la cellule survive suffisamment longtemps pour pouvoir transmettre son patrimoine génétique. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui font que c'est pas forcément très probable. Mais quand on nous dit que c'est impossible, c'est faux. Et ensuite, je voulais revenir aussi sur le fait que on a tous été un peu étonnés par la rapidité avec laquelle ils ont sorti le vaccin, je pense. Alors, j'ai entendu dire que c'était parce qu'il y a eu une concertation internationale, beaucoup de moyens, etc. C'est tout sur le vaccin. Oui, c'est vrai. Déjà, en plus, c'est différent. C'est pas un vrai vaccin dans le sens où on n'utilise pas un morceau de pathogène, de virus ou de bactérie pour pouvoir produire des anticorps spécialisés, dirigés contre ce pathogène. C'est un faux vaccin. Ça a le nom de vaccin, mais c'est en fait on utilise le principe des virus pour nous immuniser contre eux. L'idée est intelligente, mais la réalisation peut être douteuse parce que les gens qui la font sont douteux, tout simplement. Donc je disais, voilà, la production du virus en elle-même, je l'ai trouvée assez rapide. Alors, c'est vrai que je n'ai jamais fait de virus, moi, en laboratoire. J'ai travaillé avec eux, mais j'ai jamais fait par exemple, j'ai jamais fait de vaccin, j'ai jamais reproduit des anticorps ou ce genre de choses. Mais ce que j'ai pu faire, j'ai fait du design pour ce qu'on appelle des amorces, pour faire des PCR, ce genre de choses. Je sais que ça prend un certain temps. Et je sais aussi qu'après, lorsqu'on veut multiplier un produit qu'on a obtenu, ça prend aussi un certain temps. Et il y a des délais qui sont incompressibles. Il y a aussi toute la partie, on va dire, test en cellules, en laboratoire, dans des boîtes de pétri, etc. Donc, le fait qu'il est sorti en à peu près un an, alors je veux bien qu'ils aient commencé à travailler sur les coronavirus à l'époque du SRAS, mais là on est quand même sur un virus qui est particulier. Alors chaque virus est particulier, je veux dire, voilà, c'est pas le même que le SRAS, donc forcément il faut adapter le vaccin qui avait été pensé pour le SRAS, il faut l'adapter à ce SARS-CoV-2. Donc c'est ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait dans un délai très court. Alors c'est vrai que la partie design, la partie intellectuelle, ça peut être fait assez rapidement, c'est pas très dur, ça se fait sur ordinateur, ça prend quelques semaines, à la limite, 1 ou 2 mois. Mais la partie production en elle-même, ça peut prendre énormément de temps. Ça peut prendre... Alors ça dépend aussi des problèmes qu'on va rencontrer, mais c'est pas avec la multiplication de l'argent et des laboratoires qui vont travailler là-dessus, sachant que de base, les entreprises pharmaceutiques qui produisent les vaccins ne manquent ni de personnel ni d'argent. Donc pour moi cet argument n'a aucun sens. On sait tous que voilà, Pfizer, même Sanofi, etc., ils n'ont pas d'argent, hein, ça il n'y a pas de souci, de l'argent ils en ont. Donc quand on me dit ils ont réussi à sortir ça parce que les gens se sont mis à travailler ensemble, parce qu'on leur a donné de l'argent, etc., pour moi ça n'a aucun sens. C'est juste que il y a quelque chose, ils ont soit sauté des étapes qu'ils n'auraient jamais dû sauter en temps normal, soit ils travaillaient déjà sur des choses similaires et ils nous l'ont caché. C'est deux possibilités. Dans les deux cas, c'est pas très rassurant.
Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci à toi. Merci à toi. Bon, on en a 1 heure, là, on a fait 1 heure d'écoute, 1 heure d'émission qu'on va envoyer, enfin d'émission, on va envoyer cette vidéo sur Internet. Donc vous pourrez tous la voir et la partager, la faire circuler. On vous invite donc toujours à vous former, à vous informer. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit, même derrière ce micro. Faites vos recherches, formez-vous, éduquons-nous, voilà, et grandissons tous ensemble, parce que c'est comme ça qu'on va construire le monde de demain. On va arrêter d'être chacun dans notre petit précaré derrière notre télévision. Voilà, je vous remercie à tous, je vous dis à dans 15 jours, si j'ai bien tout compris, et puis à bientôt. Oui, tu voulais parler? Une question. Oui. Il n'y a plus de virus, et pourquoi dans les magasins on nous oblige encore de mettre le masque? Alors oui, la question c'est pourquoi on nous oblige encore à mettre le masque. Moi je crois que la réponse on l'a, c'est pour nous soumettre. On sait qu'aujourd'hui, comme l'a dit, un jour on a demandé au professeur Raoul, on lui a dit combien de temps va durer la pandémie. Il a dit je sais pas, je ne suis pas politicien. Donc tout était dit. Quand il a eu fini de dire ça, ça voulait dire qu'il avait la réponse. Ça voulait dire qu'aujourd'hui ce qu'on est en train de mettre en place en termes de société n'a plus rien à voir, on n'a même voire jamais rien eu à voir avec un virus, puisqu'on sait que le confinement est inutile, ça ne marche pas. Voilà, exactement. Voilà. Alors, on a plusieurs sites. Il y a Liberté 74, et puis les Gilets jaunes Almas Aglo, canal historique, qui vont diffuser cette vidéo, entre autres. On fait passer aussi la bande-son à Radio Grésivaudan, du côté de Grenoble. Voilà. Merci à vous. Bon après-midi. Couvrez bien. Finalement, Chloé ne vient pas. Elle devrait venir, mais tu vois, il est déjà 4 heures. Elle nous rejoindra en train de boire un thé. Oui, alors effectivement, il y avait Chloé qui devait nous rejoindre. Elle avait prévu de faire la manif aux Nations. Il est 4 heures. Bon, voilà, à mon avis, elle va venir tout à l'heure, mais elle n'interviendra pas au micro. Boost, tu veux aussi dire quelque chose? Alors justement, en parlant de Chloé, on sera tous devant la DGO, donc parce qu'elle va passer devant la direction générale de l'enseignement à Genève, à Aunay. Donc on sera tous là-bas jeudi prochain à 13h30 pour l'accueillir, la soutenir et aussi pour accueillir sa direction. Donc voilà, on a relancé. Alors l'adresse exacte, je l'ai plus, c'est à Aunay. C'est à Aunay. Mais après vous la trouvez sur internet, c'est la DGEO. D'accord, Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire, c'est ça? Chemin de l'Écho. Chemin de l'Écho. 5A. 12-13 Aunay, c'est ça, voilà. 5A. 5A pour le numéro, d'accord? Si c'est noté. Et puis, de toute manière, on va organiser des convoiturages. Donc au départ d'ici, peut-être de Thonon, de Cluse. Donc si jamais prenez contact entre vous, c'est important. Essayons de garder le contact un maximum pour pouvoir s'organiser et faire les choses le plus aisément possible. Voilà, merci. Merci Mousse, n'oubliez pas les tomates pourries et les œufs. Le problème, c'est de sortir de France On verra pour la sortie de France, chacun. et revenir. Ouais, je pense quand même que test PCR sera... Parce que si vous restez 40 jours en Suisse, on est mal. Ah oui, si nous test positif. On va partir d'Europe, là. Non, mais je pense qu'ils nous laisseront, ils ne vont pas nous embêter avec ça. Les frontaliers, oui, mais les autres. Parce que s'il faut faire un test... Non, mais ils nous bloquent, je sais pas. Je pense pas qu'ils nous bloquent à la frontière pour ça quand même. On rentre en Suisse. Ouais, je pense pas, dans un sens ou dans l'autre, je pense pas quand même. Excuse-moi, vas-y. Pardon?
n'existe pas. Mais il faut que tu... attends. 13h30. 13h30.